Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images en direct de Paris cette semaine. Alors cette semaine sur les marchés financiers, il y a 3 éléments dont j'aimerais vous parler. Le premier concerne la qualification d'une information privilégiée avec la décision de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers qui a étudié comment qualifier ou disqualifier une information en information privilégiée. Le deuxième élément concerne les exigences prétoriennes en matière de commercialisation et tout particulièrement en matière de commercialisation d'assurance vie. Et le dernier élément va concerner l'opinion de l'ESMA sur les pratiques de marché admises, tout particulièrement en ce qui concerne les contrats de liquidité. Concernant la qualification d'une information privilégiée, la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers a rendu le 21 avril de cette année une décision dans laquelle, contrairement à ce qu'elle faisait depuis plusieurs mois, elle a choisi de juger qu'une information ne revêtait pas le caractère d'une information privilégiée. Dans cette décision, 2 éléments sont importants. Le premier, c'est la précision de l'information. En effet, la Commission a estimé que, en l'espèce, le prix n'était pas suffisamment précis pour pouvoir constituer l'élément de précision qui est exigé par la réglementation sur les abus de marché. Ainsi, elle estime qu'à la date de passation des ordres, l'information n'était pas suffisamment précise pour pouvoir revêtir les caractères d'une information privilégiée. Le deuxième élément qui est important, c'est que la Commission va juger que des propos restés généraux ne permettent pas de qualifier et d'entraîner le fait qu'une information privilégiée aurait été transmise. La Commission estime que des propos assortis de précautions de langage et surtout adaptés à la pratique des recherches vont les rendre inopérants concernant la qualification d'information privilégiée et du coup la transmission de cette information privilégiée. Il est à noter néanmoins que dans cette décision du 21 avril, une sanction va être prononcée à hauteur de 200 000 €, mais non pas dans le cadre des abus de marché généraux comme la transmission d'une information privilégiée, mais pour défaut de déclaration de position courte. Donc là, le gérant va être sanctionné à hauteur de 200 000 €, ce qui correspond à 2 ans de salaire sur la base de ces déclarations. C'est une sanction qui est assez lourde puisque aucun bénéfice ne peut être tiré d'un défaut de déclaration. Par contre, pour la Commission, ce défaut de déclaration a pu entraîner une information fausse pour le marché puisqu'il n'a pas eu connaissance de ces achats qui auraient peut-être pu lui permettre d'avoir des informations sur l'opération qui était en cours sur les titres de cette société. Donc la sanction est tombée. Le deuxième élément dont je voulais vous parler cette semaine concerne un arrêt de la Cour de cassation et de la Chambre commerciale, tout particulièrement du 2 mars 2017. Dans cet arrêt qui concerne la commercialisation d'un contrat d'assurance vie, la Chambre commerciale va poser de nouvelles exigences en matière de commercialisation. La Cour va en effet estimer que le caractère approprié du produit doit être vérifié par le prestataire par rapport aux objectifs qui ont été définis par l'investisseur. On constate là que la Chambre commerciale monte d'un cran dans les exigences qu'elle pose en matière de commercialisation, puisqu'en 2009, elle avait estimé que le conseil devait être adapté, et en 2013, elle avait imposé que le prestataire vérifie la situation financière, l'expérience et déjà les objectifs de l'investisseur. Ce qui est important, c'est de voir que la Cour de cassation va imposer au prestataire de proposer des placements adaptés aux objectifs de l'investisseur. On constate donc une véritable MiFIDisation de la commercialisation de contrats d'assurance vie. Le troisième et dernier élément dont je souhaitais vous parler aujourd'hui concerne les pratiques de marché admises dans le cadre du règlement sur les abus de marché, donc le MAR. Par une opinion datée du 25 avril 2017, l'ESMA s'est en effet prononcée sur ces pratiques de marché relatives tout particulièrement aux contrats de liquidité. Je vous rappelle en effet qu'en application de l'article 13 du MAR, les autorités nationales doivent désormais
présenter leur projet de pratique de marché admise à l'ESMA avant toute mise en œuvre. La question qui s'est posée à l'ESMA et qu'elle a pu voir donc depuis l'entrée en vigueur du MAR, à savoir depuis juillet 2016, c'est que les pratiques de marché admises concernant des contrats de liquidité qui existaient sous l'ancien régime, donc depuis 2003, devaient être revues du coup par l'ESMA. Il n'y avait pas de clause de grand-père qui faisait qu'elles étaient automatiquement reprises en compte par l'ESMA. Donc, 4 autorités ont présenté leurs pratiques pour pouvoir les faire basculer dans le nouveau régime et une autorité a présenté une pratique pour la modifier. C'est-à-dire qu'elle avait une pratique ancienne, on peut supposer que c'est l'AMF, et qu'elle voulait modifier en fonction des nouvelles obligations qu'elle estimerait différentes du MAR. Dans cette perspective, l'ESMA a pu constater que ces pratiques, qui concernent tous les contrats de liquidité, avaient pourtant des éléments différents qui faisaient que cela pouvait être compliqué pour un investisseur de comprendre en fait comment ces pratiques pouvaient s'articuler en fonction des différents marchés et surtout comment un investisseur pouvait imaginer qu'une pratique différait d'un État membre à un autre. C'est la raison pour laquelle l'autorité européenne a choisi, par cette opinion du 25 avril, de donner des critères communs que doivent recouvrir les pratiques de marché admises en matière de contrat de liquidité. Cela va concerner la nécessité d'un contrat écrit, évidemment le rôle et les obligations du prestataire en charge de la mise en œuvre du contrat de liquidité, mais également les conditions de la transaction et surtout la proportionnalité des ressources allouées à la mise en œuvre de ces contrats de liquidité. Ainsi, désormais, les autorités nationales qui souhaiteraient mettre en place une pratique de marché admise relative à un contrat de liquidité devront respecter cette opinion de l'ESMA qui pose en fait certains critères d'élaboration de la pratique. Voilà pour les 3 éléments dont je souhaitais vous parler cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end prolongé et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.